Bonjour, nous nous retrouvons cette semaine pour une nouvelle strophe des Chants de Maldoror. Il va s'agir de la deuxième strophe du chant deuxième, une deuxième strophe qui, à certains égards, apparaît comme un nouvel incipit. En effet, la strophe qui précède, puisqu'il s'agit de la deuxième strophe, a surtout comme fonction d'assurer une sorte de transition entre le premier chant et le deuxième. Je vous en rappelle la première phrase. Où est-il passé, ce premier chant de Maldoror? Donc, cette toute première strophe a pour fonction d'articuler en quelque sorte le chant premier et le deuxième chant assez différents à certains égards. Et donc, commence cette deuxième strophe que nous allons lire, une deuxième strophe qui a presque donc valeur de nouvelle incipit. À ceci près tout de même que ce qui devrait commencer ne commence pas, ne parvient pas à commencer, et tel va être le sujet de cette deuxième strophe qui s'écrit pour dire l'impossibilité d'écrire. Ce qui suffirait d'ailleurs à montrer toute la modernité du texte de Lautréamont, tant cette idée d'une écriture qui écrit pour dire l'impossibilité d'écrire annonce des auteurs comme Proust, comme Beckett, enfin une question centrale pour toute la modernité littéraire. Par ailleurs, ce texte me paraît tout à fait passionnant pour son humour d'abord, pour son insolence, on va le voir, mais aussi parce qu'il nous permet, là encore, de poser un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à lire la suite des Chants de Maldoror, même si, évidemment, tout sera allusif, à demi voilé et forcément constamment miné par l'ironie. C'est pourquoi, là encore, je présenterai moins un corrigé de commentaires composés ou d'explications de texte, que je ne me servirai de ce texte pour ouvrir un certain nombre de parenthèses qui me paraissent tout à fait décisives pour lire la suite des Chants de Maldoror. Par la suite, il faudra évidemment que j'aille plus vite, puisque déjà Henri Michaud s'impatiente que nous devrons aborder lors de la deuxième partie de ce semestre. Alors pendant ma lecture, je vous présente l'édition originale des Chants de Maldoror, les Chants de Maldoror tels qu'ils ont été publiés en 1869. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que sur eCampus, j'ai fait figurer le lien vers le site de la Bibliothèque nationale qui vous permet de consulter cette très rare édition originale des Chants de Maldoror. Je ne saurais donc trop vous encourager à aller voir ce site qui est tout à fait passionnant par ailleurs. Je lis donc ce texte qu'après quelques hésitations, j'ai décidé de lire en entier. Il est un peu long, je ne le ferai pas pour toutes les strophes à venir, mais là ça me paraissait dommage d'amputer ce texte de l'une de ces parties. Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant, instrument arraché aux ailes de quelque pigargue roux. Mais qu'ont-ils donc mes doigts? Les articulations demeurent paralysées dès que je commence mon travail. Cependant, j'ai besoin d'écrire. C'est impossible. Eh bien, je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée. J'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Mais non, la plume reste inerte. Tenez, voyez, à travers les campagnes, l'éclair qui brille au loin. L'orage parcourt l'espace. Il pleut toujours. Comme il pleut, la foudre a éclaté. Elle s'est abattue sur ma fenêtre entr'ouverte et m'a étendu sur le carreau, frappé au front. Pauvre jeune homme, ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces et la difformité de naissance pour ne pas avoir besoin, en outre, de cette longue cicatrice sulfureuse. Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de sitôt. Pourquoi cet orage? Et pourquoi la paralysie de mes doigts? Est-ce un avertissement d'en haut pour m'empêcher d'écrire et de mieux considérer ce à quoi je m'expose en distillant la bave de ma bouche carrée? Mais cet orage ne m'a pas causé la crainte. Que m'importera une légion d'orages? Ces agents de la police céleste accomplissent avec zèle leur pénible devoir, si j'en juge sommairement par mon front blessé.
Je n'ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable. Il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux, à partir du front, endroit où la blessure a été le plus dangereuse. Qu'un autre le félicite. Mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux. Ainsi donc, horrible éternel, à la figure de vipère, il a fallu que, non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, tu aies cru, en outre, convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire ressortir de mon front une coupe de sang. Mais, enfin, qui te dit quelque chose? Tu sais que je ne t'aime pas, et qu'au contraire, je te hais. Pourquoi insistes-tu? Quand ta conduite voudra-t-elle cesser de s'envelopper des apparences de la bizarrerie? Parle-moi franchement, comme à un ami. Est-ce que tu ne te doutes pas, enfin, que tu montres dans ta persécution odieuse un empressement naïf, dont aucun de tes séraphins n'oserait faire ressortir le complet ridicule? Quelle colère te prend? Sache que, si tu me laissais vivre à l'abri de tes poursuites, ma reconnaissance t'appartiendrait. Allons, sultan, avec ta langue, débarrasse-moi de ce sang qui salit le parquet. Le bandage est fini. Mon front étanché a été lavé avec de l'eau salée et j'ai croisé des bandelettes à travers mon visage. Le résultat n'est pas infini. 4 chemises, pleines de sang et de mouchoirs. On ne croirait pas au premier abord que Maldoror contint tant de sang dans ses artères, car, sur sa figure, ne brillent que les reflets du cadavre. Mais, enfin, c'est comme ça. Peut-être que c'est à peu près tout le sang que put contenir son corps, et il est probable qu'il n'y en reste pas beaucoup. Assez, assez, chien avide, laisse le parquet tel qu'il est. Tu as le ventre rempli. Il ne faut pas continuer de boire, car tu ne tarderais pas à vomir. Tu es convenablement repu, va te coucher dans le chenil. Estime-toi nager dans le bonheur, car tu ne penseras pas à la faim pendant 3 jours immenses, grâce aux globules que tu as descendus dans ton gosier avec une satisfaction solennellement visible. Toi, l'aimant, prends un balai. Je voudrais aussi en prendre un, mais je n'en ai pas la force. Tu comprends, n'est-ce pas, que je n'en ai pas la force? Remets tes pleurs dans leur fourreau. Sinon, je croirais que tu n'as pas le courage de contempler, avec sang-froid, la grande balafre occasionnée par un supplice déjà perdu pour moi dans la nuit des temps passés. Tu iras chercher à la fontaine 2 seaux d'eau. Une fois le parquet lavé, tu mettras ses linges dans la chambre voisine. Si la blanchisseuse revient ce soir, comme elle doit le faire, tu les lui remettras. Mais comme il a plu beaucoup depuis 1 heure, et qu'il continue de pleuvoir, je ne crois pas qu'elle sorte de chez elle. Alors elle viendra demain matin. Si elle te demande d'où vient tout ce sang, tu n'es pas obligé de répondre. Oh, que je suis faible! N'importe. J'aurai cependant la force de soulever le porte-plume et le courage de creuser ma pensée. Qu'a-t-il rapporté au Créateur de me tracasser, comme si j'étais un enfant, par un orage qui porte la foudre? Je n'en persiste pas moins dans ma résolution d'écrire. Ces bandelettes m'embêtent et l'atmosphère de ma chambre respire le sang. Bien, alors, je vous l'ai dit, je ne vous proposerai pas de corriger à proprement parler. Néanmoins, je m'efforce tout de même de suivre les différentes étapes. Vous vous rappelez de l'introduction, aussi bien de l'explication linéaire que du commentaire composé. Donc, j'avais commencé par situer le texte dans le mouvement général de l'œuvre. Je l'ai lu. Maintenant, j'en caractérise rapidement l'écriture et l'effet produit par cette écriture. Ça me semble assez évident ici que ce texte repose sur de constants effets d'oralité. On y reviendra, mais c'est un texte qui se donne à entendre et qui se donne d'autant plus à entendre que censément il ne peut pas s'écrire. Bien, mais vous voyez déjà comment répondre à la question de la nature de l'écriture, c'est déjà engager une certaine problématisation de notre lecture.
Alors, on caractérise l'écriture du texte, puis on en suggère un certain mouvement. Mouvement qui me paraît ici très net, comme si c'était une petite scénette en 3 actes. Tout d'abord, cette impossibilité d'écrire qui frappe le poète, puis cet orage qui amène cette foudre s'abattant donc sur le poète et provoquant sa colère contre le créateur. Et enfin, une dernière partie extrêmement prosaïque où non plus le poète mais Maldoror, puisque son nom nous est donné, où donc Maldoror s'adresse à son chien, puis à un compagnon, compagnon qu'il faudra évidemment interroger plus tard. Bien, ceci étant posé, vous annoncez une certaine problématique. Je reviens pour la problématique sur ce que je disais en caractérisant l'écriture. Vous savez, quand je parlais de ce paradoxe, d'un texte qui s'écrit pour dire qu'il ne peut pas s'écrire, et tout cela donne l'idée d'un profond nihilisme, et très certainement, s'il y a bien une œuvre nihiliste dans la littérature française, me semble-t-il, c'est assurément Les Chants de Maldoror. Donc il y a là un effet d'annulation de l'écriture par elle-même. Oui, mais pour autant, ce texte ne veut-il vraiment rien dire, c'est cela que je trouve tout à fait passionnant avec ce texte, qui semble totalement désorienter la lecture, en dénoncer la vanité, tout en nous donnant à entendre une sorte de vérité qui traverse, on va le voir, tous les chants de Maldoror. Non, cela ne veut pas rien dire, et évidemment, cela nuance fortement le nihilisme de Lautréamont, bien réel sur bien des plans, mais il me semble que néanmoins, cette œuvre fait sens. Alors je m'attacherai surtout au début du texte, puisque là, vous allez le voir, il y a quelques parenthèses assez longues qu'il est important d'ouvrir, donc de manière à ne pas être trop long, je passerai plus vite sur la fin du texte. Je reprends le début. Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant. Phrase assez savoureuse. Pourquoi ? D'abord, vous remarquez qu'ici s'exhibe l'acte d'écriture, tout comme dans la première strophe du premier chant était exhibé l'acte de lecture. C'est important car c'est récurrent dans les chants de Maldoror. Je vous renvoie par exemple à la page 230. Et vous voyez que Lautréamont nous dit devoir placer à côté de lui un encrier ouvert et quelques feuillets de papier non mâchés. Là aussi, c'est une manière de rappeler au lecteur la situation très matérielle d'écriture. Vous voyez donc comment cela s'inscrit dans une stratégie de distanciation dont j'ai évoqué les enjeux lors des 2 séances précédentes. Bien, mais ce n'est pas tout. Non seulement l'acte d'écrire s'exhibe, mais il y a ce verbe « construire » le deuxième chant. Et vous voyez, par ce seul verbe « construire », quel renversement se joue par rapport à une certaine posture romantique qui faisait du poète cet homme inspiré, cet homme qui, comme dans La Nuit de mai de Musset, dialogue avec sa muse. Ici, il n'est clairement pas question d'inspiration, d'élection du poète. Non, il est question de construire de la manière la plus matérielle qui soit. Ce qui fait que ce verbe tend à construire, donc tend à entrer en tension avec le terme de chant qui lui succède. Le chant renverrait plutôt à la parole inspiré de celui qui est comme traversé par une inspiration divine. Et il me semble que par là, Maldoror dénonce le terme même de chant, qui donc s'inscrirait, à mon sens, assez ironiquement sur la couverture de l'ouvrage. Et là aussi, c'est un renversement évident avec, par exemple, le Musset de La Nuit de mai. J'ai cité plusieurs fois, les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Donc ce sont ces chants désespérés, ces chants inspirés que Lautréamont constamment
tourne en dérision, et notamment ici, par ce verbe construire, qui frappe par son prosaïsme, dès lors qu'on le confronte à l'image de la muse qui prodiguait ses conseils aux poètes de la nuit de mai. Et ce n'est toujours pas tout, puisque vous voyez qu'après les points de suspension, Lautréamont s'exclame de manière, je trouve, assez plaisante, « Instrument arraché aux ailes de quelques pigargues roux ». Et là, c'est toute une posture d'écrivain qui est implicitement dénoncée dans cette emphase, comme si une plume d'oie, ah non, ce n'était pas assez raffiné, ce n'était pas assez élitiste pour ce poète qui constamment, comme je vous le disais, en fait trop. Il me semble qu'il y a là comme une sorte de caricature du poète romantique construisant sa légende. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'une note de notre édition vous signale, c'est la note 1 de la page 60, donc cette note vous signale que l'expression pigargue roux figurait dans un poème de Victor Hugo publié 2 ans plus tôt, et que c'est très certainement cette occurrence qui lui a donné l'idée d'une plume arrachée aux ailes de quelques pigargues roux. Et vous voyez que le terme d'instrument suit logiquement le terme de construire. Tout va dans le sens d'une matérialisation de l'acte d'écriture, ce qui évidemment nous rend d'autant plus sensibles au paradoxe qui va suivre, puisque cette strophe que nous lisons, elle est censée ne pas pouvoir s'écrire. En même temps, évidemment, si elle ne s'était pas écrite, nous ne pourrions pas la lire. Et là, on entend tout le sarcasme de Lautréamont du fait de la mise en place d'un tel dispositif. Et avant cela, une telle insistance sur donc la matérialité de l'écriture entre en conflit évident avec les effets d'oralité qui, je l'annonçais dès l'introduction, ne cessent de se multiplier dans le texte. On le voit par la ponctuation, on le voit par les exclamations, c'est impossible, on le voit par les phrases brutalement interrompues, mais qu'ont-ils donc mes doigts ? Donc cette oralité est constante et se dénonce forcément comme artifice, puisque Lautréamont a commencé par nous dire qu'il était censément en train d'écrire. Et puis évidemment, l'effet d'oralité principal tient justement à cette supposée impossibilité d'écrire. Si on ne peut pas écrire, alors c'est qu'on parle. Mais encore une fois, c'est une logique rendue absurde par le fait que nous soyons précisément en train de lire ces mots. Et pourtant, n'y a-t-il là que du sarcasme dans cette impossibilité d'écrire qui pourtant s'écrit? Il ne me semble pas, si on met en rapport cette strophe avec d'autres passages des Chants de Maldoror. Car cette impossibilité d'écrire qui pourtant s'écrit, est-elle si déconcertante ? Je crois que c'est une expérience que nous pouvons faire très facilement, chacun de nous. Imaginons-nous devant une feuille de papier, devant écrire, même s'il ne doit y avoir aucun lecteur de ce que nous écrirons. Imaginons-nous en train d'écrire, par exemple, notre souvenir le plus honteux, ou bien ce que nous avons fait de pire dans notre vie. Notre faute morale majeure, l'écrire, la mettre en mots, l'assumer tel que ça existerait à l'extérieur de nous-mêmes. Il me semble que c'est une expérience dont l'intensité est évidente, et je doute qu'il y en ait beaucoup qui pourraient écrire si facilement que ça. Ce qui paralyse la main n'est que trop évident alors, me semble-t-il. L'expérience dont parle Lautréamont ici, c'est une expérience que peut faire toute personne qui essaie simplement d'écrire quelques lignes sur lui-même. Et mon parti pris de lecture, ce serait d'admettre que, oui, il y a pour Lautréamont, tel que Isidore Ducasse le met en scène, Lautréamont, c'est cette image de l'écrivain. Eh bien, il y aurait chez ce Lautréamont qu'Isidore Ducasse met en scène, tel qu'il écrit ses Chants de Maldoror, il y aurait chez Lautréamont quelque chose qui bloque l'écriture. Il y aurait comme un souvenir qui le hante,
Et disant cela, je pense que certaines pages doivent vous revenir, hein, tellement la question du souvenir est entêtante dans les chants de Maldoror. Donc c'est comme si il y avait pour Lautréamont quelque chose qui contrariait l'écriture. Et c'est comme s'il y avait une vérité cachée, centrale, autour de laquelle l'écriture ne cessait jamais de tourner. L'écriture, effectivement semblable à ce vol des tourneaux que Lautréamont décrit au tout début du chant 5e, c'est page 189. Je reviendrai d'ailleurs sur ce texte, vous verrez en quoi il est tout à fait passionnant à considérer. En tout cas, dans ce texte, Lautréamont rapproche sa manière d'écrire et le vol des étourneaux qu'il décrit ainsi. Leur instinct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà. Vous voyez, cette manière de tourner autour d'un centre tout en étant toujours attiré ailleurs, tout en étant comme diverti ailleurs, il me semble que c'est un effet que peut effectivement produire l'écriture de Lautréamont, comme si chaque fois la main était paralysée quand il s'agissait d'approcher du centre. Et donc on pourrait lire les différentes strophes des chants de Maldoror comme autant de tentatives pour s'en rapprocher de ce centre, mais autant de tentatives vouées à l'échec du fait de ce mouvement qui amène l'écriture à se décentrer. Bien, donc voilà, ce serait cela mon parti pris de lecture. Et donc vous comprenez pourquoi je trouve tout à fait passionnant que le deuxième chant commence précisément en désignant ce qui contrarie l'écriture. Mais alors, quelle vérité ? Je ne suis pas sûr que nous puissions réellement la dévoiler comme on résoudrait une énigme, même si vous le verrez, il me semble qu'on peut tout de même s'approcher d'assez près de cette vérité cachée du texte. Pour commencer à répondre, je vais commencer par lire les quelques lignes qui suivent. J'ai besoin d'écrire, j'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Vous voyez ici que Lautréamont met sur un même plan trois termes qui en fait n'ont rien à voir. Besoin, droit et loi naturelle. Mais on le sait bien, on n'a pas forcément le droit de satisfaire librement tous ses besoins et en aucun cas le droit ne valide tout ce qu'on estimerait relever d'une prétendue loi naturelle. On le voit bien en ces temps de restrictions sanitaires que des choses qui peuvent nous apparaître comme des besoins sur un certain plan n'en sont pas moins interdits sur le plan de la loi. Or, cette opposition entre, d'une part, ce qu'on considère comme relevant de nos besoins et, d'un autre côté, ce qui est autorisé par la loi humaine, ce qui est autorisé par le droit, cette confrontation était nécessairement plus vive encore pendant le Second Empire. Non pas que nous vivions aujourd'hui une époque si libérale, mais le Second Empire, c'était une époque d'autorité très pesante. Il suffit de lire les Rougon-Macquart de Zola pour comprendre quelle chape de plomb pesait alors sur la France. Donc il n'y a rien d'aberrant à supposer une tension entre ce qui est ressenti comme besoin et ce qui est validé par le droit. Et il me semble que cette tension entre besoin et droit n'est pas justement sans nous amener vers cette vérité secrète du texte, cette vérité indicible, cette vérité qui échappe à l'écriture tout en l'aimantant toujours, en quelque sorte. Là aussi, ce sera un parti pris de lecture, mais enfin assez facile à défendre, vous allez voir. C'est que cette vérité qui ne peut pas se dire tout en se disant toujours, ça me semble être surtout par rapport à cette société très puritaine du Second Empire, l'homosexualité. L'homosexualité que l'on peut bien ressentir comme besoin, mais qui n'en est pas moins alors gravement sanctionnée par le droit.
Parce que cette question de l'homosexualité, elle est constante dans le texte des Chants de Maldoror. Constamment, Maldoror est accompagné de jeunes compagnons qui sont victimes de ces déchaînements de cruauté, qui prennent des formes diverses, mais enfin qui sont toujours plus ou moins de nature sexuelle, qu'il s'agisse d'arracher les cheveux, qu'il s'agisse de pénétrer avec un élégant stylet, comme il nous est dit au chant 5e, toujours ces relations que Maldoror entretient avec ses jeunes compagnons sont extrêmement troubles, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais ces évocations sont constamment accompagnées par un sentiment de mauvaise conscience, de remords lancinants. Par exemple, si l'on se reporte à la strophe la plus provocatrice peut-être des Chants de Maldoror, hein, personnellement je ne reviens toujours pas qu'un tel texte ait pu être écrit en 1869 et que Lautréamont voulait le publier en plus. Il s'agit de la strophe qu'on pourrait appeler la strophe des pédérastes, hein, c'est le mot employé par Lautréamont, que vous trouvez page 207. Texte tout à fait étonnant qui pourrait se donner à lire comme une célébration de l'homosexualité, sauf que si on y regarde de plus près, ce n'est pas si simple. Regardez les premières lignes, page 207, Lautréamont parle des maladies honteuses et presque incurables qui vous assiègent, portant avec elles leur immanquable châtiment. Hein, immanquable châtiment. Ça me paraît très frappant, comme si, tout en feignant de célébrer l'homosexualité, il n'y en avait pas moins un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte, quelque chose qui empêche de dire les choses tout à fait. Hein. Et cette contradiction, elle est constante dans les Chants de Maldoror. C'est là où les pires crimes se disent, se racontent complaisamment, que en même temps, hein, la voix du remords, la voix de la mauvaise conscience se fait le puissamment entendre. Et puis, à vrai dire, cette question d'homosexualité, elle n'est pas absente de la strophe que nous sommes en train de lire. Parce que tout de même, ce compagnon auquel s'adresse Maldoror à la fin du texte, hein, ce compagnon auquel il commande de prendre un balai, ce compagnon pourrait être, certes, un simple ami, allez-vous me dire. Oui, mais comme souvent chez Lautréamont, l'onomastique est très révélatrice. Et quel est le nom donc de ce compagnon? L'aimant. Hein, un nom que, évidemment, on est tenté d'orthographier avec un L apostrophe, hein, de sorte que ce que l'on entend dans l'aimant, c'est aussi bien l'amant. Hein. Il me semble que là, il y a un jeu sur les sonorités qui est assez transparent et par ailleurs assez récurrent, comme je vous le disais, dans les chants de Maldoror. Mais pour le moment, reprenons donc la lecture du texte. Admettons que Lautréamont, qui saisit sa plume, je l'appelle bien Lautréamont. Hein. Pour l'instant, le « je » qui s'écrit, hein, semble bien correspondre à Lautréamont, puisqu'il saisit une plume, hein, et que Lautréamont, c'est celui qui a tenu la plume, hein, théoriquement, quand il s'est agi de signer son texte. Bien. Donc, Lautréamont bute sur une impossibilité à s'exprimer, une impossibilité à exposer son intimité, en quelque sorte. Oui, mais alors, que faire? Si l'on ne peut pas se tourner en soi-même, eh bien, naturellement, on se tourne vers le dehors. Et c'est ce que fait Lautréamont, tout simplement. Il regarde par la fenêtre. Hein, et c'est donc la suite du texte. Tenez, voyez à travers les campagnes. En passant, le voyer est assez savoureux, puisqu'on voit que là, Lautréamont confond délibérément le temps de l'écriture et le temps de la lecture. Hein, ce n'est pas parce que Lautréamont le voit quand il écrit ces lignes que nous le verrons quand nous les lirons, c'est assez clair. Hein, et cela relève toujours du même jeu par lequel Lautréamont s'emploie à déconstruire l'écriture en quelque sorte en nous confrontant à de telles impossibilités logiques.
Toujours est-il que Lautréamont regarde par la fenêtre, à travers les campagnes, l'éclair qui brille au loin, l'orage parcourt l'espace. Bien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela ne donne pas grand-chose. Suivent même des phrases d'une banalité absolue, d'une platitude consternante. Il pleut toujours, comme il pleut. Bon, vous avouerez que ce n'est guère brillant comme écriture, comme si du dehors ne pouvait pas venir cette inspiration qui permettrait de libérer la main qui écrit. Et pourtant, si, elle va venir de manière très paradoxale, au doux doigt de la muse est substituée une foudre qui va abattre l'écrivain sur le parquet. Bien, mais pour l'instant, le dehors n'apporte rien, sinon cette platitude du « il pleut ». Phrase impersonnelle, s'il en est. Et puis quelque chose se passe. Mais c'est cela qui va m'intéresser, c'est que se passe-t-il au juste? Alors, sur le plan de la narration, oui, j'y faisais allusion précédemment, une foudre va s'abattre sur l'écrivain pour l'empêcher définitivement d'écrire. Bien, mais il se passe peut-être autre chose en réalité. Alors je vais ouvrir une assez longue parenthèse pour évoquer, disons, 3 exemples assez différents, mais qui dans le fond disent la même chose. Le premier exemple, et là je fais appel à une expérience que nous avons tous connue, qui consiste tout simplement à regarder les nuages et à imaginer les formes que ces nuages pourraient dessiner dans le ciel. Or, vous savez qu'on ne voit pas forcément la même chose dans un même nuage que la personne qui le regarde avec nous. C'est qu'en réalité, les nuages, bien sûr, ne dessinent à rien. Ce qui est dessiné, c'est ce que nous projetons sur ces nuages, qui sont donc comme des écrans à nos projections de l'imaginaire, nos projections intimes. Ça serait le premier exemple. Le deuxième exemple, ce serait cette anecdote concernant Léonard de Vinci qui, paraît-il, suggérait à ses élèves de dessiner ce qu'ils voyaient dans les fissures d'un vieux mur. Et là encore, naturellement, les fissures du mur ne pouvaient rien dessiner. Ce qui importait, c'est ce que ces élèves projetaient sur de telles fissures. Comment ils faisaient de ces traits des supports qui leur permettaient du coup de développer leurs images intimes. Le troisième exemple, mais c'est toujours un peu la même chose, ce serait ces taches de Rorschach, utilisées par les analystes qui demandent à leurs patients ce qu'ils voient dans des taches d'encre, mais des taches d'encre produites aléatoirement. Les taches d'encre ne dessinent rien, là encore. Mais ce qui est important, c'est la manière dont ils vont, en quelque sorte, appeler les projections de l'inconscient du patient qui est confronté donc à ces tâches. Ce qui compte, ce n'est jamais ce qui est vu, mais ce qui est projeté. C'est là où je voulais en venir, et c'est là où je rejoins le texte de Lautréamont. Parce qu'il me semble que le cadre de cette fenêtre est comme, là encore, une sorte d'écran sur lequel Lautréamont peut projeter son intimité, mais la projetant, évidemment, il la travestit, parce que, bien sûr, que rien ne nous révèle plus que notre imaginaire, et en même temps, notre imaginaire, justement, nous fournit les costumes qui permettent à nos vérités intimes de ne pas être trop transparentes. Imaginer, c'est se révéler et c'est déguiser aussi bien, en quelque sorte. Et il me semble que là, c'est exactement ce qui se joue. Il y a dans le cadre de cette fenêtre l'image la plus banale qui soit, un ciel d'orage. Oui, mais dès lors que l'imaginaire s'investit dans une telle image, alors quelque chose se révèle. Et ce qui se révèle, eh bien, c'est, je dirais, le surgissement d'un autre en soi-même. C'est tout à fait saisissant ce qui se joue dans ces quelques lignes du texte.
Ce serait donc précisément au moment où la foudre éclate que le texte dévierait en quelque sorte. Alors, la foudre a éclaté, elle s'est abattue sur ma fenêtre entr'ouverte et main étendue sur le carreau, frappée au front. Pauvre jeune homme. Et il me semble que là, ce glissement pronominal est, puisque le « je » devient un « tu », ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces, donc le « je » devient un « tu », et ce serait là une manière de signaler une sorte de dédoublement. Et en effet, c'est à partir de ce moment-là, certes le « je » va revenir, oui, mais il va revenir sous une autre forme, et cette autre forme, elle portera un nom. Comme je vous le disais, ce nom interviendra dans le texte. En haut de la page 62, on ne croirait pas au premier abord que Maldoror contint tant de sang dans ses artères. Mais là, Maldoror, qui est désigné par une troisième personne, est le même auquel renvoie le « je » à partir du moment où la foudre a frappé. Et donc, ça nous amène à lire très différemment la description qui suit dans le texte. Quand, donc un peu plus loin, page 61, Lautréamont, devenu Maldoror, accuse donc le Tout-Puissant d'avoir envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux. Couper précisément mon visage en deux, et ces deux moitiés, eh bien le texte nous permet même de les nommer. Lautréamont, Maldoror, comme si ce Maldoror était une sorte de projection de l'imaginaire de la part de Lautréamont, mais une projection qui lui permettra de raconter de manière évidemment travestie, tel est le jeu de l'imaginaire, mais donc qui lui permettra de raconter enfin sa vérité indicible. C'est dire combien cette image ici est puissante. Vous voyez, en un sens, elle pourrait être une parfaite illustration au « je est un autre » de Rimbaud 2 ans plus tard dans sa Lettre du voyant. En passant, j'attire votre attention sur le fait que cette scène des Champs de Maldoror fait partie de celle qu'a retenue René Magritte, le grand artiste surréaliste belge, et cette scène fait partie de celle donc retenue par René Magritte, qui a réalisé une série de gravures dans le cadre d'une édition illustrée des Champs de Maldoror. Ce qui n'est pas étonnant, j'ai fait allusion à la vénération qu'éprouvaient les surréalistes pour Lautréamont. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Magritte ait collaboré à cette édition illustrée des Champs de Maldoror. J'insiste vraiment sur ce glissement de Lautréamont à Maldoror, d'un espace prosaïque à l'espace de l'imaginaire déchaîné. J'insiste parce que ce glissement me paraît perceptible dans presque toutes les strophes des Champs de Maldoror. Il y a quelque chose là de récurrent dans la manière dont le texte brusquement glisse vers l'imaginaire après un point de départ qui peut être prosaïque ou alors totalement livresque. Plusieurs fois, Lautréamont part d'un élément, disons, culturel. Ça peut être un mythe, ça peut être le souvenir d'un livre, ce peut être même une page d'une histoire naturelle. Oui, mais si ce texte fait écran, si l'imaginaire peut s'y projeter, alors le texte des Champs de Maldoror y trouve une relance. D'où d'ailleurs ce vol des tourneaux dont on parlait tout à l'heure, comme si à chaque strophe, il fallait recommencer à tourner autour du centre avant d'être déporté et de devoir engager une strophe suivante. Il me semble que là, il y a quelque chose qui nous renvoie à la dynamique même très singulière de l'écriture des Champs de Maldoror. Sinon, je commente rapidement là, le commentaire entre parenthèses que vous trouvez tout en haut de la page 61, très caractéristique de ces échos ironiques dont je vous parlais à propos de la première strophe. Ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est la manière qu'a Lautréamont, donc écrivant « Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de sitôt », ce qui évidemment est amusant, c'est cette manière de brouiller, je dirais cette fois c'est le
temps de la narration et le temps du récit. Hein. Toujours ces brouillages par lesquels la littérature se dénonce comme telle. Hein. C'est évidemment l'enjeu de ces multiples jeux de Lautréamont. Des jeux, j'y pense en le disant, qui d'une certaine manière ne sont pas sans rappeler certains jeux déjà de Diderot dans Jacques le Fataliste. Hein. Ce qui ici est à ce point neuf de la part de Lautréamont, c'est que tout se joue ici en poésie, ou du moins hein, dans ce qui est en train de se réinventer comme poésie au tournant des 19e et 20e siècles. Et puis, il s'avère que même si le texte a subi ce glissement, comme je vous le disais, la question demeure, la question du pourquoi. Hein, pourquoi cet orage hein, c'est toujours la même question qui revient, et nous-mêmes, si nous devions y répondre, pourquoi c'est ce qui contrarie à ce point l'écriture. On voit que Maldoror accuse ici le créateur, hein, comme d'habitude, c'est cette figure divine qui est source de tous les maux. Alors pour essayer de répondre un peu à cette question, je vais devoir de nouveau ouvrir une assez longue parenthèse. Une assez longue parenthèse pour revenir sur cette question de Dieu. En particulier, je voudrais vous renvoyer à la page 201 de notre édition. Donc dans cette strophe, Lautréamont dit son angoisse d'être, comme il dit, ouvert à la curiosité divine, hein, comme si dès qu'il s'endormait, Dieu pouvait prendre possession de son esprit. Mais comme d'habitude, il ne l'appelle pas Dieu, il l'appelle le grand objet extérieur. Hein, vous trouvez cette expression à peu près aux moitiés de la page 201. Le grand objet extérieur, avec des majuscules. Et il me semble que, comme souvent avec Lautréamont, hein, le jeu de l'ironie doit nous amener à renverser en réalité l'expression. Car le problème de Lautréamont, ce qui empêche d'écrire, non, ce n'est pas une intervention extérieure. Ce qui empêche d'écrire, c'est, selon une notion hein, que Nietzsche bientôt va développer, ce qui l'empêche, c'est l'intériorisation de certains interdits religieux, par exemple. Hein. C'est bien ce qui est intérieur et non pas ce qui est extérieur qui contrarie à la fois nos désirs et la libre expression de nos désirs. Le problème, ce n'est donc pas Dieu lui-même, hein, mais une certaine figure divine telle que nous l'avons intériorisée, et qui n'est pas sans rapport avec ce que Freud, cette fois, théorisera comme étant le surmoi. Hein. Le surmoi, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Le surmoi, hein, il est au plus profond de nous, là où nous l'avons donc intériorisé. Et il me semble que c'est ainsi qu'il faut comprendre ce qui se joue dans les chants de Maldoror, hein, sans être dupe finalement de ce qu'on pourrait appeler l'erreur de Lautréamont. Je n'ai pas dit l'erreur d'Isidore Ducasse. Hein. Isidore Ducasse fait écrire Lautréamont. Hein. Ce n'est pas parce que Lautréamont se trompe qu'Isidore Ducasse en est dupe. Alors, ça serait quoi l'erreur de Lautréamont? Je vous renvoie à une autre strophe des chants de Maldoror. Hein, c'est nécessaire de circuler constamment dans le texte. C'est d'abord ainsi que les chants de Maldoror s'expliquent. Hein. Une strophe en explique une autre. Alors, cette fois, je vais vous renvoyer à la strophe qu'on pourrait appeler la strophe de la conscience. Hein. C'est page 114. Alors, je vous disais tout à l'heure que le texte des chants de Maldoror est hanté par le remords, par la mauvaise conscience. Hein. Il y a une certaine forfanterie du mal, effectivement, oui, mais toujours les remords reviennent hanter le coupable. Et précisément, cette strophe, donc page 114, est consacrée à cette voix de la conscience qui poursuit ceux qui ont fait le mal. Bien, alors, bien sûr, Maldoror ne l'entend pas de cette oreille. Et que fait Maldoror? Eh bien, il va voir la conscience et il lui arrache la tête.
Bon, ce qui semble effectivement une bonne manière de régler le problème. Sauf que ça ne règle rien. Hein. C'est très frappant quand on lit la strophe qu'une fois que Maldoror a arraché la tête de la conscience, il ne se sent absolument pas mieux. Hein. Et même au contraire, il y a une sorte d'errance de Maldoror qui ne sait plus très bien ce qui lui arrive. Et tout à fait étrangement, Maldoror, après donc avoir arraché la tête de la conscience, essaie de se décapiter lui-même. Hein, une scène assez étonnante où on le voit à 3 reprises actionner une guillotine. Bon, mais ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant par là, c'est que, il me semble que ce que le texte montre métaphoriquement, c'est que la conscience n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose dont on pourrait arracher la tête. Non, tout le problème, c'est que la conscience, elle est dans notre tête et que, à moins de nous décapiter, nous ne la supprimerons pas si facilement, cette conscience. Donc, ce que la strophe, cette fois je reviens à la strophe que nous sommes en train d'expliquer, ce que cette strophe nous montrerait, alors par le détour de la fiction bien sûr, avec tout le travestissement de la fiction, mais ce qu'elle nous dirait, ce serait en un sens ceci, c'est que pouvoir librement exprimer la vérité intime d'un sujet exige de combattre la censure, oui, mais en soi-même, et non pas en se tournant vers l'extérieur, vers le grand objet extérieur. Et donc l'erreur de Maldoror, ce serait de chercher à combattre cette censure en affrontant un personnage divin, évidemment anthropomorphique, auquel seraient attribués tous les maux. Non, le problème n'est pas là. Hein. Il est bien en soi-même le problème. Mais cette erreur, c'est peut-être aussi la vérité du texte, à savoir que pour que la fiction puisse s'écrire, eh bien, il faut extérioriser ce que l'on porte en soi et lui donner la forme d'un personnage. C'est pour ça que je vous disais que je ne parlais pas de l'erreur d'Isidore Ducasse. Il me semble que lui n'est pas dupe. Oui, bien sûr que pour qu'une fiction s'écrive, il faut feindre de considérer comme des personnages extérieurs, ce qui en réalité réside au fond de nous. Et là on le voit bien, dès lors qu'est posé ce personnage, à savoir ce méchant créateur qui n'arrête pas d'embêter ce pauvre Maldoror, dès lors qu'est posé ce personnage, eh bien le texte peut s'écrire, eh bien les phrases s'enchaînent, le texte retrouve toute son éloquence dans cette apostrophe au créateur qui est assez savoureuse. Alors je ne l'explique pas en détail, je relève quand même 2-3 choses. D'abord, ce qu'on appelle l'épithète homérique. Vous savez, c'est quelque chose qu'on trouve assez constamment chez Homère, l'aurore aux doigts de rose. Donc cette manière d'accoler une expression à un nom, c'est ce qu'on appelle l'épithète homérique, et c'est un procédé que Lautréamont emploie assez constamment dans les chants de Maldoror, et c'est pour ça que je vous disais que si le texte parodie continuellement le romantisme, d'autres discours également sont parodiés, dont le texte homérique. Bien, et ici donc on trouve une occurrence de cette épithète homérique quand le créateur est cette fois apostrophé comme l'horrible éternel à la figure de vipère. L'horrible éternel à la figure de vipère. Bien, et là clairement c'est un jeu parodique de Lautréamont, auquel, bien sûr, on a fait étudier Homère au lycée, comme à tous les lycéens de cette époque. Mais je dirais que ce qui est le plus savoureux, c'est plutôt vers la fin de cette apostrophe au créateur, quand Maldoror prend un ton tout à fait condescendant et traite la figure divine comme s'il s'agissait d'un petit être chétif et hargneux. Tu sais que je ne t'aime pas, et qu'au contraire je te hais. Il y a là une condescendance évidemment très drôle si on rapporte ça à ce qui est censé être
une apostrophe à Dieu, tout de même. Bon, donc il y a là évidemment un jeu assez savoureux de l'Otréam. Mais j'ai déjà été très long et j'aimerais en finir avec cette strophe aujourd'hui afin que nous puissions passer à la suite du texte dès la semaine prochaine. Donc je vais peut-être me contenter de quelques remarques assez rapides avant de conclure. Oui, il faut quand même que je parle de la dernière partie du texte. À partir du moment où Maldoror s'adresse d'abord à son chien, Sultan, qui l'encourage à nettoyer le sol, puis à son compagnon, donc ce léman, auquel il ordonne de prendre un balai. Ce passage est assez drôle, encore une fois, par son oralité. C'est écrit véritablement comme une petite scénette. Nous sommes là dans le cadre d'une scène de théâtre. Mais ce qui rend ce passage extrêmement drôle, je dirais, c'est le prosaïsme, c'est l'insignifiance même des choses dont parle ici Maldoror, et le souci de la concierge, de la lessive, de est-ce que le sol est propre, alors que quelques lignes auparavant, il était question d'un combat contre Dieu, avec toute l'emphase dont l'Otréamon Maldoror sont capables. Il y a là une rupture de ton qui est assez saisissante et qui, il me semble, contribue pour beaucoup à ce que j'appelais l'humour de cette strophe, et c'est bien pourquoi je tenais à vous la lire en entier. Il me semble que ce serait faire mentir le texte, le trahir, que d'enlever cette partie aussi résolument insignifiante, ce qui est peut-être d'ailleurs le pire outrage qu'on peut faire au créateur, que d'avoir de telles préoccupations après avoir dialogué avec lui. Et puis une dernière fois, je vais penser au pélican de Musset, dont je lisais l'évocation lors de la dernière séance. J'y pense parce que une des caractéristiques de cette célèbre allégorie, c'est son caractère extrêmement sanglant. Il y a une complaisance de Musset dans cette horreur qu'il désigne comme tel d'ailleurs. Il y a du sang qui coule, et ce sang qui coule est comme une sorte de chantage émotionnel en quelque sorte. On voit bien que là c'est un peu les grands moyens pour agir sur le lecteur. Et que donc il me semble que dans cette manière très complaisante qu'a Maldoror de nous confronter à tout ce sang coulé, il pourrait y avoir en jeu, alors je ne dis pas forcément avec la nuit de Musset toujours, mais en tout cas avec un certain romantisme assez volontiers sanglant. En tout cas, malgré cette odeur de sang, le texte annonce la poursuite de l'entreprise. Mais vous voyez, il y a une double entreprise en réalité. Il y a l'entreprise de Maldoror sur le plan de la fiction, telle que Maldoror va défier le créateur, mais il y a aussi une certaine entreprise d'écriture, à savoir comment exprimer le plus intime de soi alors qu'on bute sur une censure, la censure de ce qu'on a intériorisé. Et donc vous l'avez compris, on peut, il me semble, à partir de là, lire les Chants de Maldoror comme une manière toujours renouvelée par la fiction d'approcher de ce centre indicible. Mais j'irais jusqu'à dire s'en approcher de plus en plus, car il ne me semble pas que le texte soit statique. D'ailleurs, comme les étourneaux, les étourneaux, tout en tournant toujours autour d'un centre, n'en finissent pas d'avancer, décrit Lautréamont. Et donc, le texte progresse, et bien sûr, la question se posera de « mais quelle vérité finalement était à chercher dans le texte des Chants de Maldoror ?» Bon, bien sûr, c'est toujours moins la réponse qui importe que le cheminement auquel le texte nous invite pour y parvenir qui compte ici. Et puis naturellement, il y a certains points que j'ai trop rapidement évoqués aujourd'hui, par exemple cette question centrale de l'homosexualité, sur laquelle nous reviendrons, notamment quand nous parlerons de la dernière strophe du chant 4e, la strophe de Falmer.
Alors naturellement, hein, vous me poserez des questions si vous désiriez que je revienne sur tel ou tel point de ce que j'ai été forcé de vous présenter un peu vite aujourd'hui. Sinon, nous aborderons la semaine prochaine donc une nouvelle strophe. Nous évoquerons en particulier la strophe de l'omnibus. Alors peut-être aurons-nous le temps aussi d'évoquer le texte suivant, je n'en suis pas sûr. En tout cas, nous parlerons de cette strophe de l'orphelin et de l'omnibus. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.